Tu crois peut-être que si tu avais plus de volonté de t'en sortir, tu serais moins anxieuse, moins débordée, moins à fleur de peau. Que si tu arrivais enfin à te reprendre plus vite, à te maîtriser ou à lâcher prise, que ça irait mieux. Mais en réalité, la volonté ne suffit pas à apaiser un système nerveux qui se sent en insécurité. Tu peux continuer à te mettre la pression, à porter ce masque qui cache une vraie détresse à l'intérieur de toi, tout en te répétant que ça va, je gère et je te vois. Je vous vois, parce que je suis passée par là, moi aussi. Et on est beaucoup plus nombreux qu'on le pense à vivre comme ça sans vraiment se l'avouer. Tu peux continuer à faire comme si tout allait bien parce que tu tiens debout, parce que tu assures, parce que tu as les épaules larges. Ou alors tu peux commencer à rebattre les cartes, à apprendre à ne plus te traiter comme un problème chaque fois que quelque chose s'active à l'intérieur de toi. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses. D'abord, pourquoi la volonté prend souvent la voix d'un critique intérieur. Ensuite, pourquoi tu réagis souvent davantage à ce que tu ressens qu'à la situation en elle-même. Et enfin, pourquoi la compassion change beaucoup plus de choses que la pression. C'est clairement le chemin qui m'a permis de faire la paix avec mes ressentis pas cool et de retrouver une vraie confiance en ma capacité à traverser mes émotions sans m'y perdre. Et je vais te partager dans cette vidéo précisément ce qui a vraiment changé la donne pour moi. Ou comme Karine, une de mes accompagnées qui s'est surprise à ne plus se laisser envahir par ses pensées catastrophes. Elle sait maintenant apprécier l'instant présent et profiter de moments simples avec ses proches sans se prendre la tête. Moi, c'est Vanessa, je suis praticienne en régulation du système nerveux, orientée sur les traumas et les blessures émotionnelles. J'accompagne des femmes qui se sentent trop ou pas assez, qui ont déjà essayé plein de choses, mais qui vivent toujours de l'anxiété et des schémas répétitifs. Et en plus, elles finissent par se dire que c'est elles le problème, ou que leur corps est devenu un ennemi. Et si je m'adresse plus souvent aux femmes, c'est parce qu'elles sont plus nombreuses dans mes accompagnements. Mais messieurs, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, vous êtes évidemment les bienvenus. Avant, moi aussi, je pensais qu'il fallait juste tenir, faire plus d'efforts, être plus solide, moins réagir. Je croyais qu'avec assez de volonté, tout allait finir par se remettre en ordre. Mais plus je forçais, plus je m'épuisais. Et tout a commencé à changer quand j'ai arrêté d'essayer de me corriger à coups de pression. Et que j'ai commencé à écouter autrement ce que mon corps essayait de me dire. Si t'es pas encore familier avec le terme des états de survie, c'est que t'as sûrement pas vu l'épisode 2 de cette série. L'épisode où j'explique le réflexe qui bloque 99% des personnes stressées. Alors vas-y, fonce, je t'invite vraiment à aller le voir. Je rappelle que cette série d'épisodes s'écoute ou se regarde, selon la plateforme sur laquelle tu es bien sûr, comme un processus dans lequel je décris étape par étape la méthode pour se libérer du stress et de l'anxiété à la source. Dans la vidéo précédente, on a appris à reconnaître un peu mieux ce qui s'active à l'intérieur de toi. Et une fois que tu commences à repérer l'état, alors maintenant, allons voir ce que tu vas en faire. C'est parti. Très souvent, quand un état d'insécurité s'active en toi, il n'arrive pas seul. Avec lui, il y a aussi une manière de te parler qui se met en route. Une façon de te juger, de te reprendre, de te pousser qui fait complètement partie de l'état d'alerte que tu es en train de traverser. C'est cette petite voix dans ta tête, celle qui prend des airs accusateurs, une voix très entraînée qui sans relâche te rappelle tout ce que tu as raté, tout ce que tu as loupé, là où tu n'as pas été à la hauteur, là où tu t'es encore planté. Là où au fond, tu te dis peut-être que tu vaux pas grand-chose. La plupart du temps, on appelle ça le critique intérieur, voire le juge intérieur. Comme s'il y avait un tribunal dans ta tête. Sauf que dans un vrai tribunal, il y a l'accusation, mais il y a aussi la défense. Il y a une justice, quoi. Alors que dans notre tête, il n'y a plus que l'accusation. Une accusation qui passe son temps à humilier, à reprocher, à enfoncer le clou. Et derrière, il y a une sentence qui tombe super vite. La sentence, c'est « je mérite pas, je suis trop nulle, je sers à rien, j'y arriverai jamais ». Dis-moi un peu, qui ne s'est jamais parlé comme ça ? Qui ne s'est jamais dit « t'abuses ». Franchement, tu pourrais te ressaisir. Tu pourrais quand même faire un effort. À quoi bon, quoi ? Et d'ailleurs, si ça t'arrive, mets-moi en commentaire, c'est quoi, toi, la phrase accusatrice qui revient le plus souvent dans ta tête ? Donc, le procès intérieur est ouvert. Et le coupable, c'est toi. Ou parfois l'autre. Mais dans les deux cas, il y a un responsable. Peut-être que ce sont des phrases qu'on t'a dites quand tu étais plus jeune.
Peut-être que tu as fini par te les répéter tout seul, à force. En tout cas, elles te sont familières. Et c'est souvent pour ça que tu les prends d'ailleurs pour une vérité. Tu peux même t'en servir comme une preuve supplémentaire pour justifier cette exigence extrême envers toi-même. Comme si enfoncer le clou, c'était la seule punition à t'infliger. Comme si tu avais appris qu'il fallait une bonne correction pour te motiver à bouger. Alors qu'en réalité, je sais pas comment toi tu vis ça, mais moi j'ai toujours trouvé ça super violent. Même si je le faisais aussi. Moi je m'interdisais de vivre. Si je pouvais me terrer dans un trou, je l'aurais fait. Et comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 2, c'est pas que j'étais timide ou réservée, c'est que, en fait, c'était un état de survie. C'était une manière de répondre à de l'insécurité, soit par le combat, soit par de la fuite. Et si cette dureté te paraît encore être une manière de te booster, d'avancer, alors c'est précisément là qu'il faut regarder pourquoi la volonté ne suffit pas à apaiser ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et on va le dire tout de suite. Si faire preuve de volonté signifie pour toi te préparer à te battre contre ce que tu ressens, alors je te le dis, c'est un coup d'épée dans l'eau. Peter Levine, qui est l'un des pionniers de la compréhension du trauma dans le corps, a mis en évidence quelque chose de très précieux. Bien souvent, on a plus peur de ce qu'on ressent que de la situation en elle-même. Autrement dit, on réagit davantage à la sensation qu'à la situation. Je vais te prendre un exemple. Imagine que tu dois prendre la parole dans une réunion un lundi matin. En soi, parler dans une réunion, c'est a priori pas un vrai danger. Mais si à ce moment-là, tu ressens une boule au ventre, si ton souffle change, si ton cœur s'emballe, alors très vite, ce n'est plus seulement la réunion qui devient un problème. C'est la peur de ressentir cette boule dans ton ventre. Et à partir de là, tu ne réponds plus seulement à la situation. Tu réponds à la situation d'insécurité que la situation a déclenchée à l'intérieur de toi. C'est exactement ce qui explique que dès que tu ressens un mal-être, tu as tendance à réagir rapidement pour ne plus rien ressentir. Comme si cette sensation devenait elle-même la situation d'insécurité. Et c'est tellement compréhensible. Parce que si tu ne sais pas reconnaître ce qui se passe en toi comme de l'insécurité, si tu ne vois pas que ce n'est qu'un état et qu'il n'y a pas de danger réel la plupart du temps, alors tu vas avoir tendance à croire que tu es vraiment en danger. Du moins, ton corps va le croire. Et je pense particulièrement ici aux personnes anxieuses qui tournent en boucle sans réussir à s'en sortir. C'est exactement ce qu'elles vivent. Une espèce de jour sans fin à réagir à leurs propres sensations d'insécurité, comme si chaque jour, ces sensations alimentaient de nouvelles réponses de survie. Et à force, ça s'épuise, ça embrouille, ça donne l'impression que ça ne finira jamais. Alors, en général, il y a 3 façons de répondre à cette insécurité. La première, c'est le combat. On l'a vu en début d'épisode, certains utilisent la réponse de combat en s'agressant elles-mêmes. Par le jugement, par la critique, par des reproches. Parce qu'au fond, quand on n'aime pas ce qu'on ressent, se battre, ça donne l'impression d'être actif et de pas se laisser faire. Ça donne une illusion de pouvoir, comme si tu pouvais te battre contre cette situation d'insécurité. La deuxième façon de vivre ça, c'est la fuite. Tu réponds à de l'insécurité par encore plus d'insécurité. En fait, tu cherches à ignorer la sensation, à aller vers du positif trop vite, à t'extraire de ce que tu ressens. En gros, je vais bien, tout va bien, donc ça n'existe plus. Mais c'est comme vouloir cacher la litière du chat pour ne plus la sentir. Sur le moment, tu es contente, ça sent moins mauvais. Jusqu'au jour où tu retombes dessus parce que c'est toujours là, C'est toujours chez toi. Et pour moi, le développement personnel, ça amplifie ça. Il nous fait croire que le bonheur, c'est de ne plus ressentir de mal-être. Alors que le mal-être, il a une fonction. Il n'est pas là pour nous nuire, c'est juste qu'on ne le comprend pas. Peter Levine le précise bien. Très souvent, nous ne sommes pas en insécurité avec ce qui arrive, mais avec ce que nous ressentons. Parce que nous croyons que ce n'est pas normal, parce que nous croyons que ce n'est pas normal ce qu'on ressent. La troisième réponse, c'est le repli. Ne plus rien faire, ne plus bouger, ne plus rien ressentir. Physiologiquement, c'est dans cet état d'immobilisation que le corps peut fabriquer de l'endorphine comme une forme d'anesthésie naturelle. C'est utile face à un danger extrême. Sauf qu'ici, t'es pas en train de mourir. T'es juste en train de ressentir quelque chose de désagréable. Et à force d'inhiber nos sensations inconfortables, on finit aussi par beaucoup moins ressentir même les choses agréables. C'est ce qu'on retrouve dans le burn-out, dans certains états dépressifs, dans cette impression de ne plus vraiment être là. Donc non, tu vois, la volonté, elle ne suffit pas. En tout cas, pas quand tu l'utilises pour te faire violence ou pour ne plus ressentir ce que tu ressens. Elle ne t'aide pas à sortir de l'insécurité.
Elle essaie juste de faire taire le signal. Et si au lieu de te battre, de fuir ou de te replier, tu apprenais à respecter cet état? Et je vais maintenant te donner de bonnes raisons de le faire. Ok, j'entends déjà ta première réaction. Donc, si je comprends, si me battre, fuir ou me replier ne règle pas vraiment le fond, alors je fais quoi? Je laisse faire? J'accepte tout? Je reste coincée là-dedans? Non. Non, je suis pas en train de te dire ça et pour moi, ça sera jamais mon discours. Ce que j'essaie ici, c'est de t'ouvrir à une autre posture, celle de respecter ton état de survie. Pas le subir, pas t'y résigner, pas le glorifier non plus, juste le respecter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître qu'un état est en train de traverser ton corps et qu'il a une logique et qu'il ne surgit pas contre toi, même si sur le moment, il te paraît envahissant, absurde ou complètement pas normal. Et oui, je vais peut-être heurter ici certaines parts de toi qui voudraient juste que tout ça disparaisse. Mais si tu ressens de l'agitation, de la peur, de l'impuissance, de la panique ou cette envie folle de fuir, ce n'est pas anormal pour autant. Ce sont des réflexes de survie. On s'en passerait bien, c'est sûr. Mais ils ne sont pas là pour te nuire. Je sais, je me répète. Ils sont là pour te protéger. Et quand ça t'arrive, j'ai envie que tu te rappelles 2 choses. La première, c'est que ce n'est pas toi. C'est un état que tu traverses. Oui, ce n'est pas agréable, mais non, ce n'est pas forcément dangereux. Donc au lieu de te confondre immédiatement avec ce que tu ressens, essaie d'observer la forme que prend ta réaction. Est-ce que c'est ton mode de survie qui s'active avec cette envie de partir, de t'échapper, de contourner un problème? Est-ce que c'est l'état de repli avec cette sensation d'impuissance, de lourdeur, de coupure intérieure? Est-ce que c'est plutôt le combat qui se manifeste chez toi par de la panique, par de la tension, de l'agacement, par cette énergie qui monte d'un coup sans que tu saches quoi en faire? Autrement dit, commence à regarder ton état comme tu regarderais un enfant qui panique sans savoir quoi faire. Tu vas juger cet enfant ou essayer de le comprendre ce qui lui arrive? J'imagine que tu vas peut-être essayer de le rassurer. Alors c'est peut-être aussi ce que tu as besoin de faire avec toi-même. La deuxième chose, c'est de te souvenir que beaucoup de tes réactions ont été apprises très jeune. Bon nombre de tes conditionnements se sont installés dans l'enfance, à une époque où tu n'avais peut-être ni le recul, ni les ressources, ni la sécurité intérieure suffisante pour comprendre ce qui t'arrivait. Et c'est toi, enfant, qui a mis en place consciemment ou inconsciemment certaines de ces réponses pour t'adapter, pour tenir, pour éviter, pour supporter. Aujourd'hui, t'es plus cet enfant, t'es un adulte. Et cet enfant, avec ses réactions incontrôlées, impulsives, il vit encore à l'intérieur de toi comme des programmes appris depuis toujours. Ton rôle maintenant, ce n'est pas de t'en vouloir, certainement pas d'en vouloir à cette part de toi qui réagit encore comme avant. Peut-être que ton rôle aujourd'hui, c'est de devenir un appui plus sûr pour elle. Presque un parent intérieur, capable de calmer, de rassurer et de proposer une autre réponse plus juste, plus alignée à la réalité du présent. Parce que ces réactions-là, elles ne sont pas nées de rien. Elles se sont installées dans des moments où elles avaient une fonction. Elles t'ont aidé. Elles t'ont aidé à tenir, à supporter, à t'ajuster. Et c'est précisément pour ça que les combattre frontalement ne suffit plus aujourd'hui. Tant que tu les regardes comme une preuve que quelque chose cloche à l'intérieur de toi, tu prolonges la guerre intérieure. Mais à partir du moment où tu commences à voir quelles ont été des stratégies de protection, tu peux enfin changer de posture face à elles. Tu ne joues plus au juge. Tu commences à jouer l'adulte. Je vais maintenant te partager ce que ce changement de regard a concrètement changé pour moi. J'ai envie de te partager quelque chose de très personnel ici. Pendant longtemps, je ne me considérais pas comme quelqu'un d'anxieuse. J'avais juste l'impression d'être quelqu'un qui tenait, quelqu'un qui fonctionnait, quelqu'un qui gérait. Et de l'extérieur, c'est vrai que ça pouvait ressembler à ça. J'avais le souci de bien faire au boulot, j'avais une vie sociale et je faisais bonne figure. Mais à l'intérieur, ça me coûtait énormément. Ça me demandait une telle énergie de surveiller mes réactions, de contrôler parfois le ton de ma voix au cas où ça pourrait trembloter un peu, anticiper les regards, faire attention à ne pas trop montrer. Je pouvais avoir l'air calme, alors qu'en réalité, j'étais en train de me crisper un peu plus. Et le pire, c'est que je me racontais que c'était normal. Normal parce que c'était une grosse période de boulot, parce qu'il y avait beaucoup de deadlines, parce qu'il y avait de la pression. En fait, à l'époque, je bossais dans l'événementiel. Et donc oui, il y avait de l'intensité, il y avait de l'adrénaline, c'était cool.
Alors bon, je faisais un peu le dos rond, quoi. Et il suffisait parfois qu'un truc tout simple, comme prendre la parole, répondre à quelqu'un, ou finir un dossier, ou ce dossier que je repoussais depuis trop longtemps. Et ben là, je sentais la pression monter. Et très vite, au lieu d'écouter ce qui se passait en moi, je voulais juste que ça s'arrête. Et sans rien demander, il y a une petite voix critique qui se pointait dans ma tête pour me rappeler à quel point j'étais nulle, que je manquais de volonté, que je me sabotais encore, et que si j'étais encore là, c'est que j'avais pas assez fait d'efforts. Tellement épuisant de se sentir coincé dans la même boucle tout le temps, sans savoir quoi faire pour en sortir. Et comme je voyais pas ça comme des signes d'anxiété, j'en tirais toujours la même conclusion. C'était moi le problème. Et le jour où j'ai commencé ce travail sur moi, sur la régulation de mon système nerveux, ça m'a fait littéralement un choc. Je me suis dit, ok, donc ce que je vis là depuis longtemps, c'est pas mon caractère, c'était pas un manque de confiance, ni un manque de volonté, c'était bien de l'anxiété que je vivais. Et le simple fait de mettre un nom là-dessus, ça a changé énormément de choses pour moi. Parce que c'est venu valider mon expérience. Ça a remis de la compréhension là où il y avait que du jugement pour moi. Et surtout, ça m'a enlevé un poids énorme de la culpabilité. Cette culpabilité, elle me tenait encore coincée dans l'idée que j'aurais pu faire autrement, que j'aurais pu trouver une solution si je me bougeais un peu plus. Elle me figeait dans des regrets. Elle me gardait collée à cette vieille croyance que le problème venait encore de moi. Et plus j'avançais dans mon travail sur moi, plus j'ai compris que derrière cette anxiété, il y avait quelque chose d'utile. Mon corps avait appris à tirer la sonnette d'alarme de cette manière, car c'était la seule solution pour me protéger. Me sentir nulle, imaginer le pire, me couper dans mon élan, ce n'était pas de l'auto-sabotage, c'était de l'autoprotection. Une façon de me freiner avant que quelque chose qui était vécu comme trop risqué se répète. Dans mon cas, c'était de me sentir rejetée. Mais ça, on en reparlera dans un autre épisode, sinon ça serait beaucoup trop long à expliquer et j'ai pas envie de te perdre encore. Pour te donner une image très claire, c'est exactement la même histoire du parent qui empêche son ado de sortir au cas où il lui arriverait quelque chose. C'est pas cool, mais derrière, il y a surtout de la peur. C'est une stratégie de protection. Et tant que je ne voyais pas mon anxiété sous cet angle-là, je pouvais continuer longtemps à le voir comme une faiblesse, comme un ennemi à abattre. Le vrai tournant, il a commencé quand j'ai arrêté de me punir pour mes réactions, qui essayaient maladroitement de me protéger. Quand j'ai arrêté de surveiller chacune de mes réactions comme si tout pouvait se jouer là-dessus. Quand j'ai pu commencer à ressentir une émotion sans en avoir peur tout de suite. Quand j'ai commencé par moments à me sentir un peu plus en sécurité dans mon propre corps. Et ça a changé beaucoup de choses. Bien évidemment, beaucoup plus que la pression que j'avais l'habitude de me mettre. Parce qu'à partir du moment où je coupais pas le lien avec moi-même, même quand c'était inconfortable, il y avait un peu plus d'espace qui s'installait. Un peu moins de guerre intérieure. J'ai appris que je pouvais faire preuve de compassion pour la part de moi qui essayait de me protéger. Et pas juste pour me réconforter. Ça a ramené de la sécurité à l'intérieur de moi. Pour que mon système nerveux n'ait plus besoin de tirer le frein en permanence. Un peu comme un parent qui se détend enfin quand son ado le rassure. Et au fond, c'est peut-être ça que j'ai mis le plus de temps à comprendre. Je ne souffrais pas seulement de mon anxiété, je souffrais aussi de la manière dont je continuais à me traiter tant qu'elle s'activait. Je crois qu'il y a vraiment un nouveau paradigme qu'il faut que tu adoptes. Tu ne peux pas guérir en te traitant comme une menace. Tu ne peux pas demander à ton corps de sortir de l'insécurité tout en lui parlant comme à quelqu'un qu'il faudrait corriger ou faire taire rapidement. Parce que pour ton système, la pression reste de la pression. Le rejet reste du rejet. La violence, c'est de la violence. C'est précisément là que faire preuve de compassion, ça devient essentiel. Parce que ça crée des conditions propices pour désarmer toutes les résistances inconscientes du corps et lui permettre de s'ouvrir à de nouveaux changements. Parce que la compassion et la sécurité intérieure sont les réponses à la peur, pas à la pression. Christine Neff, qui est une chercheuse en psychologie connue pour ses travaux sur l'autocompassion, montre que lorsqu'on sort de l'auto-jugement, ton corps peut commencer à basculer vers plus d'apaisement. En gros, ton système parasympathique est davantage sollicité et donc ton cortisol baisse, ton équilibre physiologique peut commencer à se restaurer.
Autrement dit, ce n'est pas la force qui guérit, c'est la bienveillance que tu t'accordes. Imagine maintenant un peu toute l'énergie de combat que tu dépenses aujourd'hui contre toi-même, à te juger, à te corriger, à survivre à l'intérieur. Imagine un peu ce qu'elle pourrait devenir si elle n'était plus utilisée pour te faire du surplace. Si elle pouvait enfin revenir au service de ta vie, de tes envies, de tes choix, de ce que tu veux construire. Pas seulement moins souffrir, mais vraiment vivre. C'est exactement ce qu'on travaille dans mon accompagnement ancré. Apprendre à reconnaître ce qui s'active, à ne plus répondre par plus de violence, mais à créer suffisamment de sécurité pour que ton corps n'ait plus besoin de survivre en permanence. Voilà. Je t'ai mis le lien là, juste en dessous. Alors, très concrètement, qu'est-ce que tu peux commencer à faire aujourd'hui? La prochaine fois que ça s'active à l'intérieur de toi, avant de te reprendre, avant de te juger, avant de chercher à faire disparaître ce que tu ressens, essaie juste de ralentir d'un cran. Essaie de te dire, voilà, quelque chose en moi se sent en insécurité. Et surtout pas, qu'est-ce qui cloche chez moi? C'est pas ce qu'on veut. Tu l'as compris. Pas pourquoi je suis encore comme ça. Juste quelque chose en moi se sent en insécurité. Après, peut-être, tu peux te dire, je n'ai pas besoin de me rajouter une pression encore plus. Je peux juste commencer à reconnaître mon état sans me confondre avec lui, en prenant un peu de recul. C'est déconcertant de simplicité, mais je t'assure que c'est le chemin le plus direct à prendre pour enfin faire la paix avec tes ressentis. Maintenant que tu comprends que plus de volonté ne te rendra pas moins anxieuse, peut-être que tu pourrais penser que le plus gros est fait. Tu vois mieux ce qui t'active, tu comprends un peu mieux pourquoi la pression et le jugement ne changent pas vraiment le fond du problème. Mais si tu t'arrêtes là, tu risques encore de rester coincé dans de la théorie, sans savoir comment revenir concrètement vers plus de sécurité intérieure. Et c'est vers ça que je t'emmène. Parce qu'une fois que tu arrêtes de te faire la guerre, tu peux enfin commencer à réguler ton système nerveux pour retrouver un état plus stable, plus souple, plus vivable au quotidien. C'est exactement ce que je vais te montrer dans le prochain épisode, le numéro 4. Comment retrouver un équilibre émotionnel sans passer ta vie en thérapie? Je te montre ça dans le prochain épisode.